Salut les footeux, cette vidéo on vous l'avait présentée en janvier 2022, mais vu l'actualité, on s'est dit que ça valait le coup de la mettre à jour. Allez, c'est reparti. C'est le 2 décembre 2010 que commence notre histoire. Ce jour-là, la FIFA a attribué au Qatar l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Ça sera aussi la première Coupe du Monde dans un pays arabe. Cette décision, elle signifie pour le Qatar l'un des pays les plus riches du monde, l'un des plans d'investissement les plus importants de l'histoire. On parle, accrochez-vous bien, de près de 200 milliards de dollars. Évidemment, cet argent n'est pas entièrement consacré à l'organisation de la Coupe du Monde. En fait, cet événement a été une super opportunité pour le gouvernement qatari de mettre en œuvre un méga projet de modernisation de l'Émirat. Des stades ultra modernes pour lesquels le gouvernement qatari a dépensé environ 6 milliards de dollars, mais aussi de nouvelles autoroutes, des lignes ferroviaires, un nouveau réseau de métro de 300 km pour un coût estimé de près de 40 milliards de dollars, ou encore l'expansion de l'aéroport Hamad, l'un des plus modernes et luxueux au monde. La Coupe du Monde 2022 est pour le Qatar un tournant majeur qui ouvre la voie à une nouvelle ère de modernité et de prospérité. C'est quand même un pays dont l'économie a quasiment décuplé depuis les années 2000. En PIB per capita, ce petit émirat est devenu l'un des pays les plus riches du monde. Mais si on gratte un peu, le vernis laisse place à une réalité beaucoup plus triste. Depuis l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, le pays fait face à une gigantesque vague de critiques et de suspicions, à tel point que pas mal d'organisations internationales l'appellent le mondial de la honte. Évidemment, on s'est posé quelques questions. Déjà, pour quelles raisons le Qatar a-t-il tellement désiré accueillir cette Coupe du Monde? Et surtout, un point qu'on aborde peu dans la presse généraliste, qu'est-ce qui se cache derrière cette vague de protestations? On reprend tout à zéro. Le pouvoir du foot. On va quand même commencer par une note positive. La situation au Qatar s'est nettement améliorée. Aux yeux de plein de gens, les pays du Golfe Persique sont des régimes tyranniques où les droits de l'homme et surtout de la femme ne sont pas respectés. Du coup, ces pétromonarchies ont mis en place une diplomatie sportive. Cette nouvelle ligne de politique extérieure, elle existe pour 4 raisons. D'abord, parce que face à tant de restrictions imposées aux femmes, à la communauté LGBTQIA+, aux travailleurs immigrés et même à la presse, le Qatar a besoin de redorer son image. Promesse de modernité, de compétitivité, de réussite, que des attributs positifs. C'est ce qu'on appelle le sport washing. Ça marche pareil qu'avec le greenwashing, mais avec des tournois sportifs. La deuxième raison, c'est que grâce au sport, ces pays peuvent gagner en notoriété et en influence. On prend l'exemple du Qatar, un pays qui vit dans la crainte d'une invasion saoudienne depuis des années. Les tensions entre d'une part l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis et de l'autre le Qatar avaient atteint leur point culminant entre 2017 et début 2021. Ces tensions s'étaient même matérialisées par un embargo économique total contre le Qatar, mais que le pays a réussi à surmonter en mettant en place un pont aérien. Bref, fin de l'aparté. Donc, pour ce qui est de la reconnaissance internationale, meilleure est l'image du Qatar à l'international, plus il gagne en influence et donc il sera plus difficile pour une puissance étrangère de l'attaquer. C'est une stratégie qu'on retrouve partout, surtout en Russie où les oligarques russes font tout pour gagner en influence et se protéger ainsi des représailles du Kremlin. Bon, depuis le début de la guerre en Ukraine, on se rend compte que cette stratégie est pas infaillible vu le nombre d'oligarques morts dans des circonstances louches. Troisième explication du sport washing qatari, c'est la dépendance aux hydrocarbures. Ça fait des années que les pays du Golfe cherchent à diversifier leurs économies. Le sport joue un rôle central dans cette stratégie, à la fois pour promouvoir le tourisme et pour le développement d'autres secteurs d'activité. La télé, par exemple, beIN Sports et Abu Dhabi Sports, deux plateformes majeures de production et de diffusion TV. Des structures très complètes qui réunissent journalistes sportifs, analystes, commentateurs, programmeurs et publicitaires. D'ailleurs, beIN Sports détient la plupart des droits de diffusion des compétitions sportives européennes, nord-américaines et asiatiques. Fun fact, le gouvernement saoudien a lancé la chaîne beOutQ Sports pour saboter la chaîne beIN Sports en piratant leur contenu et en le diffusant gratuitement. Bon, et la dernière explication, c'est qu'ils ont un max de thunes et qu'ils savent pas quoi en faire. Du coup, comme le Qatar est en quête de prestige, il veut être au centre de l'attention. Pour toutes ces raisons, les pétromonarchies du Golfe ont beaucoup investi dans le sport ces 2 dernières décennies. Ils ont lancé des ligues nationales et ouvert des centres de formation. Ils cherchent à attirer des athlètes et du personnel technique du monde entier et organisent des grandes compétitions sportives. Mais on a surtout entendu parler de leur participation au capital d'équipes de foot mondialement connues. On vous parle bien sûr du PSG, mais aussi de Manchester City ou encore du New York Football Club. Et puis, la dernière en date,
La prise de contrôle de l'équipe de Newcastle par l'Arabie Saoudite suscite des inquiétudes de sport washing. L'Arabie Saoudite est le dernier État pétrolier en date à racheter une franchise sportive occidentale. Selon les experts, il s'agit d'une tentative pour redorer son image à l'étranger. Et il y a des rumeurs comme quoi les Émirats Arabes Unis sont intéressés par Manchester United, dont le prix de vente a été fixé à 4 milliards 300 millions d'euros. Bref, de toutes les pétromonarchies du Golfe, celle qui a le plus investi dans la stratégie de la diplomatie sportive, c'est le Qatar. Quand on parle d'investissement sportif, le Qatar joue hors compète. Les grandes acquisitions du Qatar. Le Qatar, c'est une petite péninsule du Moyen-Orient. C'est aussi un pays très riche avec une population de seulement 350 000 Qataris. Par contre, au Qatar, il y a environ 2 millions de migrants. Cette richesse, elle vient surtout de ses énormes réserves de gaz naturel. Le Qatar est le premier exportateur mondial de GNL. Mais le pays, il essaie de diversifier son économie depuis déjà un bout de temps. Ils ont lancé en 2008 leur plan Vision 2030, Vision 2030, qui devrait permettre à l'économie qatari de dépasser le stade de l'extractivisme. En gros, de la dépendance aux hydrocarbures. Le foot, le sport le plus populaire au monde, est un pilier de la stratégie Vision 2030. L'idée, c'est d'impulser le tourisme, d'améliorer son image et de gagner en influence. Et le ballon rond, c'est une merveilleuse vitrine pour ses ambitions. C'est pour cette raison que le gouvernement qatari a racheté le PSG en 2011, qui est depuis devenu la meilleure équipe du monde. On sent bien que certains d'entre vous ne sont pas forcément d'accord avec cette affirmation. Soit. Dès le rachat du club, on a assisté à l'arrivée de joueurs extraordinaires. Et le talent, ça coûte cher. Tenir une liste non exhaustive, parce que franchement, il y a trop de joueurs talentueux dans cette équipe. C'est comme ça que le PSG a pu recruter Pastore, Thiago Motta, Matuidi, Thiago Silva, Lucas Moura, Ibrahimovic, Verratti, Cavani, David Luiz, Angel Di Maria, Draxler, Neymar, Keylor Navas, Icardi et Hakimi. Et puis, il y a aussi eu les joueurs sans frais de transfert, mais avec des salaires mirobolants. Kimpembe, Beckham, Xavi Simons, Kingsley Coman, Donnarumma, Wijnaldum, Ramos et Messi. Et comment ne pas évoquer le cas de Mbappé, dont le salaire, s'il reste jusqu'au mercato d'été 2025, s'élève à 630 millions d'euros. Si ça vous paraît excessif, dites-vous que c'est du brut. Après les impôts, il ne lui restera plus que 280 millions d'euros. C'est toujours ça de plus dans les caisses publiques. Et puis, il pourra toujours taper en la pub pour boucler les fins de mois difficiles. Conclusion, plus d'excuses pour la Champions League. Déjà qu'on est passé tout près en 2020 contre le Bayern Munich. En plus, c'est au PSG qu'ont eu lieu les deux plus grosses transactions de l'histoire du football. 222 millions d'euros pour Neymar et 180 millions d'euros pour Mbappé. Et on vous parle même pas des rumeurs pour les prochaines années. Dembélé, Haaland, Pogba, Zidane comme entraîneur. Le PSG est devenu un véritable étendard de la force de frappe qatari. L'année dernière, son président Nasser El Khelaifi a été nommé président de l'Association des clubs européens, un poste qu'il a directement placé au conseil exécutif de l'UEFA. Une position privilégiée quand il faut par exemple inciter les principales équipes européennes à venir s'entraîner dans l'Émirat. C'est ce qui explique aussi en partie que le PSG, aux côtés du Borussia Dortmund et du Bayern Munich, a refusé de suivre le projet de Super League porté par la Juventus et le Real Madrid et soutenu par Manchester City, l'AC Milan, l'Inter Milano, l'Atlético Madrid, Chelsea, Tottenham, Arsenal, FC Barcelone, l'AS Roma, Manchester United et Liverpool. Bref, en plus des compétitions internationales, le Qatar a aussi développé sa propre ligue nationale. L'idée derrière ce projet, que des stars mondiales du foot viennent jouer sur place et deviennent par la même occasion des ambassadeurs du Qatar. Xavi Hernandez. Les critiques envers le Qatar sont infondées. C'est un pays généreux et hospitalier. David Beckham signe un accord de 150 millions de livres sterling pour être ambassadeur du Qatar. Mais le plus grand défi que le Qatar a dû surmonter, c'est l'organisation de la Coupe du Monde 2022. La stratégie du Qatar est très claire. C'est le moment parfait pour projeter au monde entier une image de modernité, de développement et de prospérité. Et le génie de la lampe à pétrole magique a exaucé son vœu. Depuis 2010, le Qatar a mis en œuvre un énorme plan d'investissement, près de 200 milliards de dollars. Ça a complètement transformé l'Émirat. Métro, aéroport, autoroute, hôtel, promenade et même une ville insulaire, Lusail. Une ville qui comptera des marinas, des quartiers résidentiels haut de gamme, des centres commerciaux, des boutiques de luxe, des plages et de golf. Lusail accueillera en partie la Coupe 2022, mais aussi le Grand Prix de Formule 1 qatari. Et le Qatar a aussi investi des milliards dans les infrastructures en lien direct avec la Coupe du Monde. Il y a par exemple les premiers stades climatisés et le premier stade entièrement démontable. Utile puisque une fois la Coupe du Monde finie, le Qatar aura plus vraiment besoin de stades vu la taille de sa population. Des golfs par-ci, des stades climatisés par-là, vraiment pas ouf pour l'environnement. Mais on regarde ça dans le chapitre suivant. Une coupe controversée.
Logiquement, le Qatar est peut-être l'une des pires destinations pour accueillir une Coupe du Monde ou n'importe quelle autre compétition internationale, sauf peut-être des rallyes. Les conditions climatiques sont très éprouvantes. Comme le pays n'est pas immense, la plupart des supporters qui viendront soutenir leurs équipes ne pourront pas être logés sur place. Le Qatar a prévu une ligne aérienne continue avec Dubaï pour que les supporters puissent faire l'aller-retour dans la même journée après avoir vu les matchs qui les intéressent. On vous parle des vrais supporters, hein. Pas de ceux recrutés par le Qatar pour faire genre c'est déjà la fête sur place. Les plus fortunés auront réussi à se procurer une place à bord d'un des quelques navires de croisière affrétés pour l'occasion, ce qui est pas dingue niveau bilan carbone. C'est franchement scandaleux en sachant que le Qatar avait promis d'organiser la compétition la plus propre possible. L'une des raisons pour laquelle la FIFA avait accepté, sans trop y croire, de lui accorder l'organisation. Or, on s'est depuis rendu compte que le Qatar avait menti sur plusieurs points, entre autres parce qu'elle a sous-estimé volontairement ou involontairement les émissions de carbone. Et puis, il n'y a pas que l'environnement. Le respect des droits de l'homme y est anecdotique et la liberté de la presse, connaît pas. Un journaliste danois menacé au Qatar à 4 jours de la Coupe du Monde. En plus, au Qatar, l'homosexualité y est formellement interdite et les femmes sont encore considérées comme inférieures aux hommes. En 2010, une expertise conduite par la FIFA a conclu que le Qatar était le seul pays candidat qui présentait des risques opérationnels élevés si l'organisation de la Coupe du Monde lui était confiée. L'un des facteurs permettant d'expliquer cette décision, c'était l'absence complète d'infrastructures adaptées. Et puis, les candidatures rivales étaient très sérieuses et nettement plus convaincantes. On parle du Japon, des États-Unis, de la Corée du Sud et de la Nouvelle-Zélande. Alors, comment dire, c'est pour le moins étrange que ce soit le Qatar qui ait été choisi. Et ça s'arrête pas là. Le choix du Qatar, c'est accepté de bouleverser le calendrier sportif du monde entier. En été, la chaleur avoisine les 50 degrés Celsius à l'ombre. La Coupe du Monde a donc été décalée au mois de novembre et décembre. Le résultat, c'est que la Ligue 1, la Ligue espagnole, la Premier League britannique, la Serie A italienne, la Bundesliga allemande ont dû faire une pause. Et puis, le décalage de la Coupe est aussi responsable de forfaits de certains joueurs comme Pogba et Kanté, qui ont juste pas eu le temps de se reposer et de récupérer après leur match de ligue. Bon alors pourquoi le Qatar a-t-il été choisi? Évidemment, c'est à cause du pognon. Blatter et Platini font face à des accusations de fraude dans le cadre d'une enquête de corruption de la FIFA. Les anciens dirigeants mondiaux et européens du football sont accusés par les autorités suisses d'avoir reçu un pot de vin de 2 millions de dollars. Depuis l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, il y a plein de preuves et de témoignages qui laissent penser que le processus électoral était totalement corrompu. Par exemple, un lanceur d'alerte a accusé le Camerounais Issa Hayatou et l'Ivoirien Jacques Anouma d'avoir reçu chacun 1 500 000 $ en échange d'un vote pour le Qatar. Au vu des richesses du Qatar, on peut se dire qu'ils ont été grave radins. Ensuite, Mohamed bin Haman, président de la Confédération asiatique de football et un candidat sérieux à la présidence de la FIFA, a été accusé d'avoir soudoyé 25 responsables pour qu'ils votent pour le Qatar. Après ces révélations, il a été banni à vie. Et il y a plein d'autres exemples. En 2012, un juge new-yorkais qui présidait la commission d'éthique de la FIFA, Michael Garcia, a enquêté sur la FIFA pour corruption présumée. Durant 2 ans, il a mené une enquête qui a abouti à la publication d'un document de 350 pages, le rapport Garcia. La FIFA a juste publié un bref résumé qui n'incrimine personne, puis a enterré le rapport. En signe de protestation, Michael Garcia a démissionné de son poste. Lorsque le rapport a finalement été rendu public des années plus tard, on a découvert plein de trucs intéressants. Par exemple, que le comité exécutif de la FIFA n'a pas pris en compte les conditions météorologiques extrêmes ou les perturbations potentielles du calendrier des compétitions footballistiques internationales. La candidature du Qatar devait l'emporter à tout prix. En 2015, le FBI a arrêté 11 responsables accusés de corruption et qui avaient voté pour le Qatar. Puis, en 2019, on a découvert qu'Al Jazeera, la corporation médiatique qatari, avait offert 400 millions de dollars en échange de l'obtention des droits télévisés du tournoi et avait même promis 100 millions supplémentaires à la FIFA si le Qatar remportait l'organisation de la Coupe du Monde. Les autorités qataries, elles, ont promis 480 millions de plus pour un total de 880 millions de dollars. Concurrence déloyale, bonjour. Même l'ex-président de la République française est impliqué. Une casserole de plus pour Sarkozy, déjà condamné en première instance ou en appel dans plusieurs scandales financiers. En gros, manque plus que les procès en cassation. Sarko avait organisé un déjeuner à l'Elysée avec Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, pour convaincre Platini de voter pour le Qatar lors de l'attribution de la Coupe du Monde 2022. À cette occasion, le Qatar s'est porté acquéreur du PSG, mais aussi de 36 Rafales pour plusieurs milliards d'euros. L'émirat a aussi promis d'accorder à des entreprises françaises du BTP des chantiers pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, une filiale locale du groupe Vinci est aujourd'hui accusée d'avoir fait appel à du travail forcé. Attribution du mondial au Qatar. Nicolas Sarkozy, Michel Platini et les rachats du PSG au cœur de l'enquête de la justice française. Et quand bien même les scandales de corruption sont révoltants, ce n'est pas le principal greffe que l'on adresse au Qatar. La main-d'œuvre ouvrière d'origine étrangère a été confrontée à un climat si extrême que plus de 6500 travailleurs migrants originaires d'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka sont morts. Qui plus est, dans des conditions absolument abominables et indignes. Déjà, la vaste majorité d'entre eux ne sont pas morts sur les chantiers de construction de stades, mais plutôt sur les chantiers des infrastructures liées à la Coupe du Monde. Et puis,
pluie, la chaleur étouffante, l'absence de mesures de sécurité, les horaires à rallonge entre 17 et 18 heures par jour, dans certains cas sans pause autorisée, sont considérés comme responsables de cette tragédie humaine. D'après Amnesty International, les ouvriers migrants étaient payés moins de 200 $ par mois et ne recevaient pas leur paye durant plusieurs mois. Ils étaient victimes de discrimination raciale et de menaces et vivaient dans des conditions indignes. Ils réalisaient aussi des tâches pour lesquelles ils étaient tout simplement pas qualifiés. En plus, beaucoup de ces ouvriers étrangers avaient été trompés sur leur salaire réel avant leur départ depuis leur pays d'origine. Pas mal d'entre eux avaient même contracté des dettes envers leurs recruteurs pour que leur candidature à l'expatriation soit retenue. Évidemment, avec les salaires qui n'arrivaient jamais à cause des retards à répétition, les conditions d'emprunt et de remboursement des dettes contractées par les ouvriers étrangers devenaient de plus en plus contraignantes. Cette organisation du travail, proche de l'esclavagisme, on l'appelle le système kafala. Caduc depuis, et heureusement, ce système impliquait que l'employeur est légalement responsable du travailleur. Donc même pour quitter le pays, vous aviez besoin d'une autorisation. Ça signifiait aussi que les travailleurs ne pouvaient pas se plaindre ou changer d'emploi. Un exemple très frappant, c'est le tremblement de terre au Népal en 2015 qui avait fait près de 9000 victimes. Les ouvriers népalais au Qatar, dont les passeports avaient évidemment été confisqués, n'avaient pas été autorisés à rentrer dans leur pays pour enterrer leurs morts ou chercher leurs proches disparus dans les décombres. Et qu'importe les supplications et les promesses de revenir, même les lettres de démission ne suffisaient pas. Les boîtes du BTP en charge des chantiers de la Coupe du Monde ne pouvaient pas se passer de leurs esclaves. Et ça, c'est le Qatar qui en est responsable. Pour revenir aux 6500 morts, ces statistiques sont épouvantables pour un pays aussi riche et développé que le Qatar. Mais ce qui est réellement étonnant, c'est qu'elles n'ont choqué personne dans les pays d'origine des travailleurs migrants. Pourquoi ? Par exemple, d'après le gouvernement indien, la mortalité au travail en Inde est beaucoup plus élevée qu'au Qatar. C'est vraiment une excuse bidon de la part du Qatar. On s'attendait à mieux de la part d'un pays organisateur d'une Coupe du Monde. 6500 morts seulement ? Ça va, c'est pire en Inde. Le taux de mortalité élevé au travail, les conditions de vie épouvantables et les très longues heures de travail ont poussé plusieurs ONG internationales à dénoncer cette Coupe du Monde, qu'on appelle aussi le mondial de la honte. Heureusement, sous la pression internationale, le Qatar a fini par réagir en modifiant de fond en comble son code du travail. Il a mis en place des normes de protection sociale et mis fin au système kafala. Ou pas, cette nouvelle date d'août 2022, il y a même pas 3 mois. Qatar, des ouvriers expulsés du pays car ils réclamaient leur salaire. Bon, il y a un dernier volet qu'on aimerait aborder avec vous, les implications géopolitiques de cette Coupe du Monde. La géopolitique du football. Le football a toujours été un outil d'influence ultra puissant. Mussolini en avait tout à fait conscience et c'est ce qui a poussé l'Italie fasciste à organiser la deuxième Coupe du Monde en 1934. Le foot réveille les passions. On a même eu une guerre du football entre le Salvador et le Honduras en 1969. Plus de 3000 morts. Les deux pays se disputaient une place pour la Coupe du Monde 1970 au Mexique et ça a dégénéré après la victoire du Salvador et sa qualification. Les vraies raisons du conflit, c'était une forte tension entre les régimes militaires des deux pays. Le régime hondurien avait décidé d'expulser des dizaines de milliers de paysans salvadoriens venus s'installer au Honduras faute d'espace au Salvador. La compagnie bananière états-unienne United Fruit Company est grandement responsable de cette guerre car elle voulait récupérer les terrains agricoles exploités par les Salvadoriens au Honduras. Mais c'est le nom de la guerre du football qui est resté dans l'histoire. Bref, aujourd'hui, la Coupe du Monde au Qatar a été au centre d'une lutte d'influence entre plusieurs pétromonarchies. Déjà, il y a eu la bataille médiatique entre deux camps. D'un côté le Qatar et de l'autre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Le sabotage de la Coupe du Monde au Qatar, c'était une opportunité en or pour ses rivaux qui cherchaient à lui nuire. Et c'est pas nous qui le disons, on le sait parce que des courriers confidentiels de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Washington ont fuité. Des courriers confidentiels dans lesquels justement était évoquée cette stratégie. Mais le sabotage de la Coupe du Monde nécessite une véritable organisation. Des think tanks et des ONG comme la Fondation pour l'intégrité sportive ont publié des rapports très critiques contre le Qatar. Or, on ignore encore quelles sont les sources de financement de ces structures. Sauf qu'un activiste britannique a été déclaré non grata à toutes les futures conférences organisées par ces think tanks et ces ONG lorsqu'il a demandé si Abu Dhabi et Riyad étaient à l'origine de ces financements. L'actuel président de la FIFA a ouvert la voie à l'organisation d'un tournoi avec 48 équipes participantes au lieu de 40. Les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite ont activement milité pour que la Coupe 2022 soit la première à adopter ce format pour mettre en difficulté le Qatar, pas assez équipé pour accueillir une compétition aussi importante. L'objectif, pousser le Qatar à partager l'organisation de la compétition. Pour convaincre la FIFA, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite avaient même proposé de créer pour 25 milliards de dollars une ligue concurrente à la Champions League et à la Coupe internationale des clubs dont la prochaine édition aura justement lieu aux Émirats Arabes Unis et celle d'après en Chine. Mais ces tactiques ont été vaines parce que ce sont les États-Unis, le Mexique et le Canada qui ont été choisis pour organiser la première Coupe du Monde à 48 équipes en 2026. À l'aube de la première Coupe du Monde dans un pays arabe, la communauté internationale s'interroge sur la pertinence de l'attribution de cette compétition au Qatar.
Coupe du Monde 2022. L'attribution de la compétition au Qatar a été une erreur, selon l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter. Et puis, on est sûr que ça vous a pas échappé, le Qatar est l'un des pays les plus clivants du Moyen-Orient. Il s'entend très bien avec l'Iran et la Turquie et a des relations exécrables avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, entre autres. Les enjeux sécuritaires et les tensions diplomatiques avec les pays voisins ont poussé le Qatar à solliciter l'aide de pays membres de l'OTAN pour garantir la sécurité de l'événement. Par exemple, Coupe du Monde 2022. L'OTAN va apporter son aide au Qatar pour la sécurité du mondial. Coupe du Monde 2022. La France va envoyer plusieurs centaines de gendarmes. La Turquie va renforcer la sécurité au Qatar pendant la Coupe du Monde. Après, c'est dans l'intérêt de tous que cet événement se déroule sans accroc. L'Arabie Saoudite va se porter candidate pour accueillir la compétition en 2030. Une Coupe du Monde au Qatar réussie, c'est une base solide pour sa propre candidature. Football. Arabie Saoudite, Égypte, Grèce, un trio inédit, candidat à l'organisation du Mondial 2030. Voilà, c'est tout de notre côté, on vous laisse en tirer vos propres conclusions. La question, est-ce que vous allez la regarder ou pas, cette Coupe du Monde? On espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-la tourner, ça nous aide beaucoup. À bientôt et allez les Bleus!